Bon, écoutez, je vous propose que nous commencions. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette petite demi-heure d'actualité relative à l'arrêté des comptes consolidés de vos sociétés. L'objectif aujourd'hui est de faire un petit panorama des nouveautés en termes de consolidation dans un environnement de normes comptables françaises. Nous n'évoquerons pas les sujets IFRS qui pourront faire l'objet de questions ou de remarques par la suite si vous le souhaitez, mais ce n'est pas l'objet de la réunion. Bonjour à toutes et à tous, merci de vous avoir connectés. Pour présenter ce matin l'actualité, nous avons Claire Quillet, qui est responsable consolidation pour le cabinet PKF Arcilon, Bonjour. Thomas Pagesi, qui est manager et en charge de la consolidation en région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis moi-même, Pierre Pégas, qui suis associé et responsable des activités de PKF Arcilon pour la région Rhône-Alpes. Préalablement à cette présentation, nous voulions vous présenter de manière extrêmement synthétique notre structure. PKF Arcilon est un cabinet qui a été créé il y a un peu plus de 5 ans, qui émane d'un grand cabinet international. À ce jour, nous sommes environ 1000 collaborateurs sur le territoire français, un peu plus de 70 associés. Nous sommes présents dans un peu plus de 30 bureaux sur tout le territoire français et nous avons franchi la barre symbolique des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Notre cabinet s'inscrit dans une dynamique de croissance et de diversification de nos activités. Nous sommes affiliés à un réseau international qui est le réseau PKF International, qui fait partie des 12 ou 13 grands réseaux internationaux de conseil et d'audit. Vous avez quelques chiffres qui viennent définir ce réseau. Nous avons des liens assez étroits avec beaucoup de représentants PKF Arcilon dans les différents pays européens ou à l'international. Un mot sur nos offres de manière très synthétique. Nous pratiquons l'expertise comptable, le commissariat aux comptes et la paye, qui sont nos métiers plutôt structurants d'origine. Depuis quelques années maintenant, nous avons diversifié nos offres, notamment sur les aspects d'offres consolidation, dans la mesure où nous sommes commissaires aux comptes et conseils, experts comptables, de beaucoup de sociétés qui ont des problématiques et des besoins en termes de production de comptes consolidés. D'où la manifestation de ce matin. Et puis nous avons également mis en œuvre, structuré et développé des offres plutôt orientées conseil, qui sont les offres que vous avez sur la partie droite de votre slide, des offres concernant tout ce qui touche au domaine de la transaction, au restructuring, aux éléments de CSRD, RSE également. Nous avons des spécialistes en matière d'évaluation et de stratégie. Et puis nous sommes beaucoup sollicités actuellement par nos clients sur les sujets de facturation électronique. Voilà un petit peu le tour d'horizon qui se voulait très bref et introductif à cette conférence. Je vais laisser la parole à mes collègues pour la suite de la manifestation qui a vocation à durer environ une demi-heure. À titre informatif, vous pouvez poser vos questions dans le chat en fonction du temps que nous aurons. Nous prendrons quelques minutes à la fin pour y répondre. Et puis si vous avez besoin d'une réponse un peu plus structurée qui prend plus de temps, nous reviendrons vers vous de manière individuelle. Cette visio est enregistrée et vous recevrez dans la matinée un lien pour pouvoir la reconsulter à votre convenance. Je vous remercie pour votre attention. Bonne réunion. Merci Pierre pour cette introduction. Alors nous allons traiter dans cette webconférence les sujets suivants, donc les effets de la modernisation des états financiers liés au règlement ANC 2022-06 sur les comptes consolidés. Ensuite, la modification des seuils d'exemption, puis les modifications du règlement ANC 2020-01 apportées par les différents règlements ANC 2024-05 et ANC 2024-07, et enfin les états des devises en hyperinflation. Commençons par la modernisation des états financiers liés au règlement ANC 2022-06. Alors, bref rappel sur le règlement. Donc, c'est un règlement qui impacte les comptes. Le règlement ANC 2014-03 relatif au PCG. Il traite de la modernisation des états financiers afin de faciliter la digitalisation des états financiers, de mettre à jour et simplifier les modèles d'états financiers et d'actualiser le plan comptable avec une nouvelle nomenclature de comptes. Donc, c'est un règlement qui a une application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, et ce, de façon prospective. Il n'entraîne donc pas de modification des comptes antérieurs. L'application du nouveau règlement constitue un changement de méthode comptable. Des informations complémentaires en annexe sont donc requises, notamment dans le but d'apporter au lecteur un moyen de comparaison, conformément à l'article 831 du PCG. Alors rapidement, les principales dispositions énoncées par ce règlement.
Donc, il y a une nouvelle définition du résultat exceptionnel qui indique que ne sont enregistrés en résultat exceptionnel que les produits et charges directement liés à un événement majeur inhabituel, ainsi que les écritures comptables d'origine purement fiscale, les changements de méthode comptable, ainsi que les corrections d'erreurs. Deuxième point concerne la suppression de la technique du transfert de charges. Les comptes sont remplacés par des comptes spécifiques, donc charges créditrices ou nouveaux comptes de produits. Dans les modifications de ce règlement, il y a également, comme indiqué précédemment, la modification du plan de compte, des nouveaux modèles de bilan et de compte de résultats qui sont maintenant prescriptifs, et enfin, une nouvelle présentation en annexe avec de nouveaux tableaux. Concernant l'impact sur les comptes consolidés, alors le règlement ANC 2022-06 n'a pas modifié en tant que tel le règlement sur les comptes consolidés, qui est le règlement ANC 2020-01, mais ce dernier règlement indique que les méthodes comptables du groupe correspondent aux méthodes comptables définies par les règlements ANC relatifs aux comptes individuels, sous réserve des méthodes comptables spécifiques. Donc, ceci étant dit, les méthodes comptables énoncées par le 2022-06 s'appliquent donc aux comptes consolidés. En ce sens, l'ANC a précisé dans un commentaire infraréglementaire qu'en l'absence de définition du résultat exceptionnel dans le règlement ANC 2020-01 relatif aux comptes consolidés, il convient de se référer à la notion du résultat exceptionnel définie par le présent règlement et d'apprécier cette notion au niveau du groupe. Alors attention, l'appréciation d'un caractère majeur inhabituel d'un événement au terme d'un groupe peut être différent de celui des comptes individuels. L'exemple donné par le règlement est le suivant. Donc, un litige peut, pour une entité, constituer un événement majeur inhabituel, alors qu'un groupe peut considérer, au vu du caractère habituel et de la survenance de tel litige, que dans le cadre de son activité, qu'un même type de litige ne remplit pas les conditions pour être qualifié d'événement majeur inhabituel. Donc, comme pour les comptes individuels, il s'agit d'un changement de méthode avec application prospective, qu'il n'y a pas de retraitement des informations 2024. Cela va donc engendrer un problème de comparabilité des comptes. À ce titre, il va falloir mentionner dans l'annexe les impacts permettant au lecteur une meilleure compréhension des états financiers. Donc, conformément au règlement comptable, compte tenu de l'application prospective du règlement, il s'agit de faire mention du changement de réglementation dans le paragraphe sur la comparabilité des comptes et d'indiquer son impact sur les principaux postes concernés de l'exercice 2025. Donc, même traitement que pour les comptes individuels. Alors attention, les nouveaux modèles de bilan et de compte de résultats qui sont imposés par le règlement ANC 2022-06 ne sont pas applicables aux comptes consolidés, qui ont, eux, un modèle également prescriptif qui est fourni par le règlement sur les comptes consolidés, qui a d'ailleurs été modifié, et nous le verrons ultérieurement. Donc, pour conclure sur l'impact du règlement 2022-06 sur les comptes consolidés, donc, premièrement, les impacts du résultat exceptionnel et des transferts de charges sont également transposés dans les comptes consolidés. Le traitement du changement de méthode s'effectue de façon identique. Et enfin, pas de modification des états financiers. Je vais maintenant parler des modifications des seuils d'exemption. Claire, je te donne la parole. Merci Thomas. Bonjour à tous. Ravi d'être parmi vous ce matin. Alors, modification des seuils d'exemption. En effet, en conso et depuis le 1er janvier 2025, on a des nouveaux seuils qui s'appliquent pour tenir compte de l'inflation. Donc, sauf évidemment les effectifs moyens qui restent à 250. Mais maintenant, les deux autres seuils de total bilan sont de 30 millions d'euros et en chiffre d'affaires 60 millions d'euros. Et contrairement à la définition de ces seuils pour les exercices précédents, cette année, enfin à partir du 1er janvier 2025, il faut dépasser 2 années de suite, 2 des 3 seuils pour devoir faire des comptes consolidés. Avant, la phrase était tournée de façon négative. Il fallait ne pas dépasser 2 années de suite. Maintenant, il faut dépasser 2 années de suite pour devoir produire des comptes consolidés. Alors, ces seuils, comment on les calcule? La méthode de calcul des seuils, elle n'a pas changé. Ils se calculent avant élimination des opérations interco. Donc, il faut faire bêtement la somme de toutes les sociétés du groupe. Il faut, attention par contre, prendre le périmètre N et recalculer ces seuils de façon rétrospective en N-2, N-1 sur le périmètre N. Il faut dépasser donc en N-2 et N-1 pour être obligé en N de produire des comptes consolidés. Et le dépassement de ces seuils se fait vraiment à la date de clôture, pas pendant l'exercice.
Et quand on prend les seuils, quand on fait le cumul des entités du périmètre, on prend les sociétés qui sont sous contrôle, donc contrôle exclusif ou contrôle conjoint. On ne prend pas les influences notables. Voilà, donc là, c'est un petit tableau qui récapitule, je trouve, de façon un peu plus compréhensible cette définition des seuils. Alors, jusque l'année dernière, enfin jusque 2024, c'était la dernière ligne qui s'appliquait. Le cas d'exemption, c'était sur la dernière ligne. Maintenant, vous voyez qu'il y a plus de cas d'exemption et qu'il faut vraiment dépasser, ça c'est la première ligne, 2 années de suite, N-2 en 2023, N-1 en 2024, pour être obligé en 2025 d'établir des comptes consolidés. Voilà, donc il y a un peu moins de cas. Maintenant, il n'empêche qu'on peut continuer de produire des comptes consolidés, et notamment souvent pour les questions, pour des besoins bancaires, de covenants bancaires. L'exemption quand la société est sous le contrôle d'une entreprise qui les inclut elle-même dans des comptes consolidés est publiée. Là, on a eu le cas aussi récemment, et ça revient au moins une fois par an, de sociétés qui habituellement produisent des comptes conso sur la holding classique opérationnelle, sauf qu'il y a eu une opération de LBO ou de restructuration et il y a une holding au-dessus qui se met, et il faut bien penser à se poser la question de est-ce que l'obligation, elle remonte pas d'un cran, sauf si l'obligation du coup saute si les comptes de l'ancien périmètre sont inclus dans le périmètre plus grand, et ça ne marche que si ces comptes du périmètre plus grand sont publiés. Donc cette spécification est importante. Et là, on ne le précise pas, mais dans les règles, il y a plein d'autres conditions qui fait qu'on peut être exempté si inclus dans un groupe plus grand. Par exemple, il faut que ce soit dans un référentiel soit français, soit IFRS, soit reconnu comme équivalent aux IFRS. Il faut qu'il soit traduit en anglais. Enfin voilà, il y a d'autres conditions qu'il faut bien respecter. Et en tout, il y en a 9. Donc voilà, l'exemption, elle est quand même à étudier. Exemption aussi quand toutes les sociétés contrôlées peuvent être exclues du périmètre de conso, donc en cas de restriction sévère et durable, en cas de cession ultérieure ou en cas d'intérêt négligeable ou difficulté d'obtenir les infos. Difficulté d'obtenir les infos, ça je le dis chaque année, c'est valable 1 an, mais pas trop, parce que sinon on n'a pas le contrôle, donc il faut se reposer la question du contrôle. Et enfin, exemption quand toutes les entités contrôlées individuellement ou collectivement présentent un intérêt négligeable. Bon voilà, on ne fait pas de la conso juste pour se faire plaisir, même si nous, ça nous fait plaisir. Voilà, après, il y a une obligation à ne pas oublier de nommer 2 commissaires aux comptes dès lors que les entités sont tenues de publier des comptes consolidés. Ça aussi, il faut faire attention parce qu'en cas d'omission de nomination de ces 2 commissaires aux comptes, il y a des sanctions qui sont 2 ans de prison et 30 KE d'amende. Donc soyez aussi vigilants au respect de cette obligation. Tu peux passer, Thomas, s'il te plaît. Merci. Alors, il y a eu des modifications du règlement 2020-01, notamment les modifications apportées par le règlement 2024-05. Alors, c'est applicable du coup aussi à compter du 1er janvier 2025, et les modifications qu'apporte ce règlement portent sur les écarts d'acquisition, notamment les écarts d'acquisition négatifs, mais pas que, et sur les regroupements d'entités sous contrôle commun, voilà, qu'on verra par la suite. Et donc de ce fait-là, notamment les écarts d'acquisition qui sont précisés, comme le disait Thomas tout à l'heure, des modèles d'état financier qui sont encore une fois prescriptifs, on ne peut pas y déroger, ont été adaptés, modifiés, avec les notes annexes. Alors, sur les écarts d'acquisition négatifs, changement de présentation. Les écarts d'acquisition négatifs avant étaient en provision, sont redescendus maintenant en compte de régularisation au passif, donc en bas de bilan, en dessous les autres dettes. Pour rappel, les écarts d'acquisition positifs sont classés dans les IMO incorporels. Donc, on avait IMO incorporels dont écart d'acquisition, et maintenant, il faut préciser positif. Et les écarts d'acquisition négatifs étaient donc en provision, sont descendus en bas de bilan, et il faut bien préciser écart d'acquisition négatif. Dans les commentaires infraréglementaires qui ont été apportés par la réglementation, il rappelle que les écarts d'acquisition négatifs correspondent à des gains potentiels du fait d'une acquisition effectuée dans des conditions avantageuses.
Alors, soit on a fait une bonne affaire, soit on a payé moins parce qu'on voulait rapporter le marché. Enfin voilà, il y a des conditions pour lesquelles on dégage un écart d'acquisition négatif, et cet écart d'acquisition négatif doit être repris en résultat. Alors souvent sur un an. Il peut arriver qu'on peut le reprendre en norme française uniquement sur une durée courte, et cette durée courte, elle doit pouvoir être justifiée, notamment si, par exemple, on a payé moins cher pour récupérer des déficits. Si les déficits, on sait qu'on va les récupérer sur 3 ans, pouvoir les imputer sur 3 ans, à ce moment-là, on peut étaler l'amortissement de l'écart négatif sur 3 ans. Voilà, et ils ont créé une petite ligne qui s'appelle reprise amortissement des écarts d'acquisition négatifs, qui est incluse dans le résultat d'exploitation. Il y avait résultat d'exploitation avant DAP des écarts d'acquisition et résultat d'exploitation après DAP des écarts d'acquisition. Et entre les deux, il n'y avait que DAP des écarts d'acquisition, mais maintenant il y a RAP des écarts d'acquisition négatifs. Donc, avec cette ligne qui est obligatoire, même si elle est vide, et le libellé qui est obligatoire à bien respecter. Voilà, tu peux passer s'il te plaît. Pour les mises en équivalence, il y a eu une précision d'apporter sur le libellé. On ne dit plus code-part de résultat des sociétés mises en équivalence, on dit maintenant résultat net lié aux entités mises en équivalence. Et là, c'est pareil, les écarts d'acquisition négatifs ou positifs amortis, enfin les dotations ou les reprises des écarts d'acquisition liés aux sociétés mises en équivalence doivent maintenant être incluses dans ces deux lignes-là, de DAP ou RAP, des écarts d'acquisition positifs ou négatifs, au compte de résultat. Au bilan, il reste pareil dans les DAP, enfin dans les écarts d'acquisition négatifs ou positifs. Alors que pour le coup, en IFRS, ils sont dans les titres mis en équivalence. Pour les mises en équivalence, il y a une information à spécifier en annexe, mais là que en annexe, pour distinguer justement quels sont les DAP ou RAP des écarts d'acquisition liés à ces mises en équivalence. Ça, il faut le distinguer en annexe. Comme on le disait tout à l'heure, du coup, on découle de tout ça des nouveaux modèles de bilan et de compte de résultat. Donc le bilan, les écarts d'acquisition négatifs en notre dette, avec bien spécifié positif pour les écarts d'acquisition positifs et négatif pour les écarts d'acquisition négatifs. Et au compte de résultat, donc une nouvelle ligne reprise des écarts d'acquisition négatifs liés aux entreprises intégrées, situées entre les deux résultats d'exploitation. Et voilà, je l'ai déjà dit pour les mises en équivalence. Les regroupements entre entités sous contrôle commun. Alors ça, c'est aussi une petite niche technique de consolidation. Avant, il existait une méthode qu'on appelait méthode dérogatoire. Maintenant, ils l'ont changé un peu modifié, mais pas beaucoup. Et ils l'appellent maintenant méthode alternative. Et donc, cette méthode, elle existe à côté de la méthode classique qu'on appelle la méthode d'acquisition, qui consistait à comparer le coût d'acquisition à la juste valeur ou à la valeur vénale des actifs et passifs acquis, et qui permettait de dégager un écart d'acquisition. Donc, par dérogation à cette méthode dite classique, il existe maintenant une méthode alternative qui compare le prix, mais on ne réévalue pas les actifs et passifs à leur valeur vénale, on les laisse à la VNC, ce qui fait qu'en corollaire, qu'on ne dégage plus d'écart d'acquisition, mais que l'impact dégagé entre la différence entre le prix d'acquisition et ce qu'on achète à la VNC reste en capitaux propres. On détaille dans le slide d'après, du coup, quand cette méthode peut s'appliquer. Alors, elle s'applique de manière obligatoire. Donc là, on n'a plus le choix. C'est de façon obligatoire aux opérations d'acquisition réalisées sous forme de fusion-scission sans échange de titres. Et là, j'insiste, c'est vraiment sans échange de titres. Donc, ça peut s'appliquer. L'exemple qu'on donne quand on présente cette méthode-là, c'est quand il y a des fusions entre sœurs. Mais voilà, c'est quand même pas très souvent. Et à ce moment-là, donc c'est obligatoire. Et de façon par contre optionnelle, donc à la fois c'est optionnel et à la fois c'est opération par opération, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un même exercice, si on a plusieurs fois cette opération, on peut faire de façon différente, au choix du groupe acquéreur, les autres opérations d'acquisition réalisées au moyen d'un apport, d'une fusion ou d'une scission, si toutes les conditions suivantes sont réunies.
Dans les conditions suivantes, il y a donc l'entité acquéreuse et l'entité acquise sont sous le contrôle commun d'une même partie contrôlante avant et après l'opération. Et attention, petite précision, ce contrôle s'analyse aux bornes des personnes physiques, des actionnaires. Alors qu'en conso, dans un périmètre de conso, ça ne s'analyse, le contrôle ne s'analyse qu'aux bornes des personnes morales. Deuxième condition, l'opération d'acquisition conduit à la prise de contrôle de l'entité acquise par l'entité acquéreuse. On reste dans une opération d'acquisition. Troisième condition, la rémunération par l'entité bénéficiaire de l'apport est réalisée par émission d'actions, de parts ou d'instruments donnant accès de façon certaine au capital. Et là, on ne peut pas dépasser 10% des émissions en espèces. Et la dernière condition, c'est que ce contrôle, cette prise de contrôle n'est pas transitoire. Voilà. Et petite précision aussi, si jamais il y a une prise de contrôle et qu'elle se fait en plusieurs fois, si à la première prise de contrôle, on décide d'appliquer cette méthode optionnelle, elle doit être appliquée sans option, enfin sans choix, sur la suite, sur le complément de contrôle qu'on peut réaliser après. On va illustrer ça dans le slide d'après. Voilà. Petit exemple. Pour que ce soit un peu plus clair, on a donc un groupe P, donc c'est l'organigramme au milieu. Avant opération, donc on a des actionnaires, personnes physiques qui détiennent le groupe P. Et après l'opération, on voit qu'une NewCo s'est intercalée entre les actionnaires, personnes physiques, et l'ancienne holding P. Donc là, on a les mêmes actionnaires, ce sont les mêmes actionnaires qui exercent le même type de contrôle, exclusif ou conjoint, sur le groupe P, sauf qu'il y a juste une société qui s'est intercalée. Cette réorganisation n'entraîne aucune conséquence sur la répartition de l'actionnariat ultime et on imagine pour le cas qu'il n'y a pas d'engagement de cession ou d'introduction en bourse. Voilà, ce n'est pas transitoire. À ce moment-là, donc on peut appliquer la méthode alternative. On peut parce que là c'est une option. Et parce que donc on n'a pas de modification de l'actionnariat familial, on n'a pas de modification des modalités de contrôle. Elle se fait exclusivement par rapport de titre et le contrôle n'est pas transitoire. Et donc ça génère du coup une valorisation des actifs et passifs dans la NewCo à la VNC, de ce qui était dans le groupe P. Et ce qui avant aurait été un écart d'acquisition n'est pas un écart d'acquisition et reste dans les capitaux propres de la NewCo. Et alors ici dans ce slide, on fait une précision sur les modalités de production des comptes conso et de périodes couvertes par l'ancien P, enfin l'ancien groupe et le nouveau groupe NewCo. Mettons que la NewCo, elle est créée le 1er septembre 2024 et que l'ancien groupe P clôturé au 31/12/24. À ce moment-là, est-ce qu'il y a une obligation pour le groupe P de produire des comptes conso? Jusqu'à quand? Donc ça, la CNCC a précisé le cas. Comme P n'est inclus dans le groupe plus grand que pour la clôture des comptes conso de la NewCo en 31/12/25, elle n'est pas exemptée de produire des comptes conso 31/12/24. Donc elle doit encore produire des comptes conso au 31/12/24 sur une période de 12 mois. Par contre, la NewCo, elle, prend le contrôle de P et aura un exercice légal, son premier exercice légal, il fait 16 mois. Ce qui veut dire qu'en dessous, toutes les filiales incluses dans NewCo doivent produire des comptes 16 mois, parce qu'ils n'ont pas le choix. Et le premier exercice de la NewCo balayera la période du 1er septembre 24 jusqu'au 31/12/25. Mettons que la NewCo, par contre, si jamais elle avait été créée, je dis n'importe quoi, le 1er mars 25, à ce moment-là, l'exercice de la NewCo couvrirait la période du 1er mars 25 jusqu'au 31/12/25. Et donc, la P produirait des comptes conso jusqu'au 31/12/24. Qu'est-ce qu'on produit comme analyse, comme état financier comparatif pour l'exercice NewCo 16 mois, 1er septembre 24, 31/12/25. Comme c'est un premier exercice d'une première conso, on n'est pas obligé, on n'est pas tenu de produire une ouverture. Par contre, pour la lisibilité des comptes et la comparabilité, et pour tous ceux qui vont les lire, pour que ça ait un peu de sens, la CNCC préconise de présenter soit 12 mois d'activité du groupe P, soit encore mieux de scinder
l'exercice de 16 mois en 12 mois et 4 mois. Voilà, pour pouvoir rappeler le passé. Donc ça, il faut faire attention parce que c'est des cas qu'on rencontre assez souvent en cas de LBO. Et l'arrêté de 16 mois, il ne s'improvise pas. Il faut pouvoir découper l'ancien groupe en 12, enfin, l'exercice de 12 mois, il faut pouvoir isoler les quatre derniers mois. Donc, il faut être vigilant dessus. Voilà. Vous poserez vos questions si vous avez des questions et je repasse la parole à Thomas. Merci Pierre. Alors, petit focus maintenant sur les modifications apportées par le règlement ANC 2024-07. Donc, ce règlement a été publié au journal officiel le 27 décembre 2025. Il est applicable pour l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026, donc pas forcément pour l'exercice 2025, mais une application anticipée est possible à compter de sa date de publication au journal officiel, donc à compter des exercices ouverts le 27 décembre 2025, donc clôturant le 31/12. Donc c'est un règlement qui impacte à la fois les comptes individuels et les comptes consolidés, avec la création de la nouvelle rubrique Autres fonds propres, selon les mêmes définitions que pour les comptes sociaux, qui comporte 3 sous-rubriques, donc les fonds non remboursables, les avances conditionnées et le droit du concédant. Donc l'application de ce nouveau règlement constitue un changement de méthode comptable rétrospectif. Cette fois-ci, donc effectivement, il va falloir modifier les comptes N-1. Alors attention, petite subtilité, le classement dans les comptes consolidés peut être différent de celui retenu dans les comptes individuels. Exemple, lors d'une ORA émise par la filiale, donc, qui correspond à un fonds non remboursable. Ça peut bénéficier d'une option de rachat par la société mère, et donc dans ce cas, ça devra être classé en emprunt dans les comptes consolidés. Au niveau des comptes consolidés purs, il y a deux dispositions qui ont été supprimées. Donc, le règlement 2020-01 permettait de comptabiliser dans les capitaux propres les emprunts qui ne prévoyaient ni remboursement à l'initiative du prêteur et ni rémunération obligatoire dans le cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices. Donc, cette disposition est maintenant supprimée. Donc, les sommes de ces éléments doivent maintenant être inscrits en dette. Et autre point, les titres de l'entreprise consolidante détenus par elle-même, autrement dit les actions propres, devaient auparavant être classés en diminution des capitaux propres, donc ils devaient être annulés versus capitaux propres. Sauf dans quelques cas, donc les titres destinés à être attribués aux salariés, les titres destinés à réguler les cours, les titres représentant des engagements en unités de compte, et enfin les titres classés en VMP. Donc de ce fait, les plus-values de cession devaient être classées directement en capitaux propres. Cette disposition est maintenant supprimée, et les actions propres vont désormais rester en immobilisation financière. Donc pour tous les groupes qui détenaient des actions propres, vont voir leurs capitaux propres augmenter du fait de l'application de cette réglementation. Il peut donc être intéressant d'appliquer ce règlement de façon anticipée pour impacter positivement les capitaux propres dès l'exercice 31/12/2025. Voilà, donc, pour rappel, donc, il s'agit d'un changement de méthode comptable rétrospectif, ce qui va conduire à imputer l'impact du changement pour son montant net d'impôt sur les capitaux propres d'ouverture de l'exercice de première application. Et enfin, petit focus sur les états des devises en hyperinflation, mis à jour au 31/12/2025. Donc il y a quelques pays entrants, quelques pays sortants. Donc dans les pays entrants au 31/12/25, nous avons le Zimbabwe et le Malawi. Et dans les pays sortants, par rapport au 31/12/24, l'Éthiopie, le Ghana, le Laos et le Suriname. Les pays à surveiller restent le Nigeria, l'Égypte, l'Angola, le Sri Lanka et le Yémen. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, ou si vous en avez déjà posé dans le chat. Je vais rendre la parole à Pierre pour conclure cette conférence s'il n'y a pas de questions. Merci Thomas, merci Claire. Je ne sais pas s'il y a en effet des questions dans le chat. Je n'ai pas la visu. Je ne sais pas, Tiffany. Il n'y en a pas, je ne vois pas. Bon, écoutez, on voulait un format assez concentré. L'information est peut-être passée un peu rapidement. En tout cas, si vous avez des questions ou des besoins de confirmation ou besoin d'échanger sur ces sujets, nos équipes de spécialistes en consolidation sont à votre disposition. Et s'il n'y a pas de questions additionnelles, écoutez, il me reste à remercier mes camarades Thomas et Claire et à vous souhaiter une très bonne journée. Merci pour votre attention. À bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.